Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un top 10 de nos livres préférés. Donc du coup, mon top 10 c'est De toutes les nuits, les amants. C'est un livre de littérature du coup japonaise qui est très... J'aime pas trop les livres comme ça de base, mais je trouve que c'était super bien. Ça donne vraiment la réflexion. Tu suis un personnage qui est un petit peu torturé, qui comprend pas vraiment comment vivre avec les humains. Et moi j'adore la littérature japonaise pour ça, parce qu'ils sont vraiment... Ils pensent très bizarrement. Et du coup, tu vois... Oui, et mais la littérature japonaise, c'est très introspectif. Voilà, et c'est que des livres sur la personne, elle, et comment elle apprend à vivre avec les humains, etc. Et du coup, là, ce livre et l'autre livre aussi que je vais donner après, plus tard dans mon classement, qui parle que de la protagoniste qui apprend à vivre avec autrui et qui apprend à connaître les sentiments des autres parce qu'elle comprend pas elle-même comment ça marche, etc. Voilà, je pourrais pas mieux vous expliquer parce que je l'ai lu il y a très longtemps. En top 10, dans mon classement, nous avons 2 tomes, vu que j'ai triché. J'en ai mis 15 en fait. Premièrement, Yvain, le chevalier de Chrétien de Troyes. Je juré, c'est un banger. Ce livre est incroyable. Puis Yvain, c'est un chevalier. Il veut pécho. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, la meuf qui veut pécho. Mais elle, c'est une veuve. Voilà, il faut que son veuvage passe, etc. Enfin, elle peut pas se remarier, quoi. Et donc lui, Yvain, il se dit non, mais moi, je veux vraiment me marier avec elle. Du coup, je vais partir à l'aventure. Je vais faire un max de trucs de BG de mal alpha. Comme ça, elle va être là. Oh, mais vous êtes extrêmement fort, Yvain. Je veux me marier avec vous. Bref, et donc du coup, c'est toutes les petites aventures de Yvain, le chevalier au lion. Pourquoi chevalier au lion? Parce que dans une des aventures, il va en fait sauver un lion. Et du coup, le lion va devenir son cheval. Voilà. Et c'est vraiment super cool. Genre, moi, je détestais lire. Et ça, c'est un livre, genre je l'ai lu, et je me suis dit, ah mais en fait, lire, c'est sympa. Ah ouais. Et donc, c'est plein de petites aventures réunies dans ce tome, où on suit Yvain, c'est génial, j'adore. Deuxième tome qui est au top 10, à cette 10e place, c'est Once Upon a Broken Heart. Moi aussi, je l'ai dans mon... Bah, juste après. Ouais, voilà. C'est en 10 parce que la fin. Le tome 3, il est bien, mais... Elle a pas lu. C'est pour ça qu'il est plus haut, elle l'a pas lu. Le tome 3, il est pas nul, mais voilà, j'étais un peu là en mode oh, j'aurais vu ça autrement. Enfin, je l'aurais construit autrement et tout. Je lui ai quand même mis 3 ou 3,5, 4 étoiles sur 5, mais bon, voilà. Mais bref, j'adore le tome 1 et le tome 2 banger. Alors, c'est une histoire un peu fantastique, mais très conte de fées un peu. Je suis Évangéline, qui est une humaine, et en gros elle est très amoureuse d'un mec, vraiment c'est genre l'amour de sa vie. Un jour il arrive et il dit non mais je m'en fiche de toi, je vais marier ta demi-sœur, je l'adore, je la kiffe, c'est vraiment la personne avec qui je veux me marier. Du coup Evangeline elle est là sympa, mais moi je t'aimais trop. Nice. Et donc en fait elle va faire un pacte avec le dieu de l'amour qui s'appelle Jax. Pour que ce dieu annule le mariage, elle fait un pacte avec lui, et en gros à son poignet il y a 3 petits cœurs, et c'est 3 dettes qu'elle doit à ce dieu, et c'est comme ça que l'histoire commence, et c'est vraiment génial. Moi j'aime trop le dieu parce que c'est un personnage qui est super complexe, genre oui. il est gris, voilà, il est à la fois méchant, à la fois gentil, enfin il sert ses propres intérêts, tu sais pas trop comment il est, et c'est un personnage qui est super intéressant. Oui. Et en contrepartie, t'as Evangeline qui est vraiment toute niaise, quoi. Elle est très... voilà, elle vit à travers ses contes de fées, voilà. Ouais. Et du coup, il y a un gros contraste entre les deux, c'est vraiment pas mal. Le tome 1, le tome 2, banger, le tome 3, bon, t'es un peu là en mode ah, mais il est quand même bien. Voilà. Ouais. Bref, voilà, c'était ma livre en 10e position. Top 9, j'ai mis Le Trône de Fer. Toujours à l'envers. toujours. De R.R. Martin, évidemment, The Master, genre vraiment. Je l'ai mis 9ème parce que il est dur à lire, vraiment, je vous jure. J'ai eu du mal à lire. Genre, regardez. Après, cette édition,
c'est écrit en tout petit. Ouais, mais c'est l'édition vraiment... est très jolie. Elle est super belle. D'ailleurs, c'était mes... Alors, celle-là, c'est la tienne, mais moi, j'ai le mien qu'on m'avait offert tous mes amis, qui ne sont plus mes amis pratiquement tous. Incroyable. Enfin, c'est l'histoire de Game of Thrones, la team. Si vous connaissez pas, va falloir vous réveiller, regarder la série, parce que là, vous loupez un truc. Non, moi, je dirais quand même de lire les livres avant, parce que les livres sont vraiment masterclass. Oui. Et si tu regardes la série, t'as pas ce truc de waouh, tu vois, Ouais. tu découvres pas les plot twists à travers. C'est vrai. Franchement, c'est super bien écrit. J'adore la plume de George R. R. Martin. J'avais déjà lu un livre que ma mère... Ah putain, j'aurais dû l'amener. Mais il est pas dans mon top 10 parce que c'est un truc pour enfants. Ça s'appelle Le Dragon de glace et les... Bon, c'est pas lui qui a dessiné les dessins et tout. Mais l'histoire est trop bien. Genre vraiment, c'était mon premier livre que j'ai acheté et que j'ai lu de R. R. Martin. Et j'étais petite, mais il était vraiment trop bien. Bref, du coup... Incroyable, top 9, c'était obligé. Alors moi dans mon top 9 j'ai encore triché. J'en ai mis 2. Par 2 en fait le top 10. Voilà, par 2 le top 10. Il y en a 20 en fait. Je suis obligée de le mettre dans mon top. La passe miroir de Christelle Dabos. Un pur banger, une dinguerie. Un poulet bien épicé. Voilà. Ah d'ailleurs j'avais commencé à le relire. Le marque-page là. C'est le livre qui m'a fait découvrir la fantasy, qui m'a ouvert les portes. Voilà. C'est super bien écrit. C'est vraiment très lyrique. C'est très poétique. C'est très joli l'écriture. Donc déjà pour ça, tu tournes les pages, même si l'histoire à des moments c'est un peu plus un peu plus lent. La beauté de l'écriture fait que t'es quand même là en mode oh, je continue à lire. C'est un peu compliqué à résumer, mais en gros. On est dans un monde de fantasy où la Terre a explosé et où en fait il y a des arches comme ça et donc il y a plusieurs arches et tout le monde vit sur son arche quoi. Et en fait on va suivre Ophélie et Ophélie elle vit sur une petite arche qui s'appelle Anima et elle a un pouvoir, c'est de pouvoir lire le passé des objets. Donc elle touche un objet, elle voit à travers l'objet en fait et elle a un autre pouvoir qui est la passe miroir. D'où le titre, je sais pas si on le voit bien. Hop là, ah non c'est les fiancés de l'hiver, merde. C'est écrit où ça va, la passe miroir. Voilà, tome 1, les fiancés de l'hiver. Mon préféré c'est le tome 2, mais le tome 1 est très bien. Et en gros elle peut se servir des miroirs pour passer d'un à l'autre, tel un portail finalement. Ouais. Et cette Ophélie, voilà, elle est très introvertie, elle vit dans sa petite, elle a sa petite vie tranquille. Il n'y a pas une histoire de mariage arrangé. Si, elle est dans une petite boutique d'antiquaire et là, elle se retrouve promise à un mec très très froid qui vient d'une archipel du Nord. Elle est dans l'arche du Sud, tu vois, genre, il fait chaud, elle est tranquille. Et là, elle doit se marier avec un mec qu'elle connaît pas, qui s'appelle Thorin, en mode épi. Tu vois, il est un peu dark. Et du coup, c'est son aventure dans le tome 1. Elle qui doit se marier avec ce gars. La romance entre les deux, elle est trop mignonne, elle est géniale. Les personnages sont super bien écrits, ils ont tous leur propre personnalité, ils sont pas du tout clichés, ils sont vraiment très bien faits. Ils ont tous une profondeur quoi, alors que voilà, dans plein d'autres livres, c'est voilà, très cliché les persos. Là non. Et la romance est vraiment super. La fin, voilà, c'est en fait c'est la fin qui a péché. Ouais voilà, c'est vraiment la fin. Je sais que de base, c'est pas sa faute à Christelle, d'accord? De base, elle voulait faire 5 tomes. La maison d'édition lui a dit non, tu vas en faire 4. Voilà, les maisons d'édition, on adore. Donc, critique pas trop si on veut des services presse. on vous adore, on vous aime. Non mais bref, du coup, bon, voilà. Mais j'adore, c'est génial. Ça m'a permis de découvrir la fantasy. Pour les gens qui veulent se lancer mais qui savent pas trop par où commencer, ça c'est vraiment bien. Où je vais aller un peu plus vite parce que sinon, vu que j'ai 2 tomes à chaque fois, ça va être pour l'année prochaine. Voilà, ça va être très très long. Voilà. Deuxième, 9e place. C'est beau. The Invisible Life of Addie LaRue, comme disent les Américaines. La vie invisible d'Addie LaRue en français de V.E. Schwab. C'est vraiment, donc ça c'est une édition que j'ai achetée à New York. Elle est tellement jolie, en mode grimoire. C'est de la chance hein, les Anglais, hein, parce que oui. Enfin, ben, là, elle est vraiment très très belle. Elle est super jolie. On suit Addie, Adeline, qui est une petite française, voilà, une petite paysanne tranquille. Un jour, encore un mariage forcé. Décidément, comme d'hab, c'est toujours le problème. C'est toujours ça le problème. Le début de toute histoire. Exactement. Et donc du coup, Addie, elle se retrouve, on est genre au 18e siècle, elle se retrouve forcée de marier un mec qu'elle connaît pas. Elle veut pas, elle veut vivre une vie d'aventure, elle en a rien à foutre de ce gars.
elle va prier le soir à une heure où c'est interdit. Et en fait, elle va appeler un mauvais dieu qui va lui faire conclure un pacte. Et donc, il va lui permettre de ne pas marier ce mec. Mais en fait, en échange de ça, elle va pouvoir voyager, etc. Mais elle va être immortelle. Et en fait, à chaque fois qu'elle va rencontrer quelqu'un, le lendemain, cette personne va l'oublier. Elle est vouée à une vie de solitude éternelle. Sauf qu'un jour, à New York, en 2014, il y a un gars qui se rappelle d'elle le lendemain. Et elle est là, mais what the fuck, pourquoi tu te rappelles de moi? Et c'est ça le début de l'histoire, et c'est incroyable. Non, c'est pas mon chouchou à moi. Oui, je sais. Moi, mon chouchou, c'est Luc, je l'adore. Non. Bref, une histoire incroyable, c'est en un tome, donc pour les gens qui veulent faire une petite pause et tout. A Member in the Ashes par Sabaa Tahir. En français, ça donne quoi? En français, c'est Une braise sous la cendre. Une braise sous la cendre. Alors, en français, parlons-en. Parce que là, tous les livres que j'ai présentés... C'est que les versions anglaises. Bah, il y en a 2, c'est en français, c'est des auteurs français. Mais 2, c'est en version anglaise. Mais ils sont traduits en français aussi. Ça, c'est 4 tomes. Premier traduit, deuxième traduit, troisième traduit. Le quatrième, la maison d'édition a dit fuck. Voilà. Donc vous pouvez lire les 3 premiers en français, voilà. Mais le 4e, vous allez vous faire foutre. Oui, à moins que beaucoup de personnes se mettent à acheter massivement ce tome qui est vraiment génial. Après, sinon, c'est pour les gens qui hésitent à lire des tomes en anglais, c'est assez accessible. C'est une fantasy qui est inspirée par l'Empire romain. Donc déjà, ça, c'est un petit twist. C'est pas une fantasy médiévale, c'est une fantasy Empire romain. Donc pour les gens qui cherchent une fantasy comme ça, vous avez ça. On suit donc 2 personnages, donc c'est un peu compliqué, mais en gros, on est dans un monde où il y a un empire, et les gens qui contrôlent cet empire, notamment du point de vue militaire, sont formés dans une école. Sauf que en fait, ils contrôlent tout, et vous avez des gens qui sont du coup des esclaves qui, eux, voilà, ils ont une vie merdique. Et donc il y a une rébellion, une révolte qui se prépare. On a notre personnage principal qui s'appelle Laia, il me semble, voilà, Laia, qui fait partie de cette révolte. Elle a un passé un petit peu compliqué, mais vous découvrirez dans l'histoire. Et en contrepartie, on suit Elias. Elias, quel homme! Ah non mais vraiment, je l'aime, il est incroyable ce mec. On suit Elias du coup qui fait partie de cette école, c'est un élève, voilà, école militaire. Le premier tome, c'est vraiment un tome d'introduction, mais dites-vous que j'ai mis 5 étoiles à tous les tomes. Ok. Voilà, non vraiment, c'est une série, genre tous les tomes sont hyper bien construits, ils sont hyper bien faits. On suit des personnages qui ont tous une personnalité distincte, et c'est extrêmement bien, mais c'est vraiment sympathique. J'ai adoré, 5 étoiles, voilà, il est à jamais dans mon cœur. Moi, top 8. Alors j'ai triché aussi sur celui-là. Parce que j'hésitais. Donc j'ai mis Convenience Store Woman, qui est encore de la littérature japonaise. Alors il est tout petit, je l'ai fini dans le bus, voilà. Mais trop bien, vraiment, je crois que c'est la fille de la supérette en français. Et, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais je sais que je l'avais vraiment super bien notée parce que pareil, tu suis une fille qui va essayer d'apprendre à... Je crois qu'il y a eu un truc un petit peu... C'est pas vraiment de l'histoire d'amour parce que pareil... elle n'arrive pas à comprendre vraiment comment faire avec les humains, etc. Et vraiment, c'est trop bien. Ça vous fait poser plein de questions. J'ai fini le livre, j'étais en mode... Oh, ok. Non, parce que genre, il y a des gens qui ont une perception différente et du coup, ça te permet de voir. Enfin, à cheval, j'ai mis Once Upon a Broken Heart. Les éditions anglaises sont super belles, voilà. Les éditions américaines sont Moi j'ai le tome 2, alors j'ai le tome 1 en français qui est trop beau en relié. Bon par contre la jaquette j'ai jeté. C'est les éditions américaines, la jaquette. Ils ont préféré les américaines aux anglaises qui sont magnifiques. Ouais. Édition anglaise, s'il vous plaît, magnifique. J'incrusterai les éditions américaines. Pop, je vais la faire popper là. Voilà, elle pop. Non, mais sont trop dégueulasses, trop moches. Celles-là sont magnifiques. Du tout vous faire le résumé puisqu'Elora vous l'a déjà fait. Mais gros coup de cœur, moi qui suis, je suis un peu une évangéline en fait. Dans l'âme. Je cherche l'amour, mais n'hésitez pas à la contacter. Je mets mon numéro en barre d'infos. Mais en plus protagoniste avec les cheveux roses, alors que ma couleur préférée c'est le rose, donc je
je ne pouvais qu'aimer cette histoire. Et puis Jax, un blond aux yeux bleus, Mais quel est mon Jax, type pour de tous mec? les goûts, parce qu'au début, dans le tome 1, il a les cheveux Bleu noir. bleu nuit, voilà. Ouais. Et Tome 2, après, blond. il est blond. Ça m'a fait aimer les blonds. Ah mais moi j'adore les blonds, on en reviendra à mon top 1. T'as l'impression que ça va être cucu parce que le world building il est un peu en mode wouhou, conte de fées, mais pas du tout, j'aime trop. Vraiment je Oui, conseille. en fait c'est dans un monde très féerique, très magique, voilà, très bucolique. Mais en fait, les personnages dedans, à part Evangeline, c'est tous des cons. tous des gros c'est cons. clair. Alors, boum, A Court of Thorns and Roses. Les vieilles éditions parce qu'on est là depuis longtemps, avant la hype, avant tout ça. Mais à Coutard, je pense que tout le monde connaît en vrai Un palais d'épines et de roses en français. Voilà. En français, ils n'ont pas fait l'erreur de changer les couvertures. Oui. Même Alors si que c'est la même ils auraient série. pu ajouter des petits trucs parce qu'elle est fade l'édition. Bah après, elles sont pas très belles ces couvertures quoi, Mais ils ont pas changé. Déjà un ils point ont pas positif. changé parce que dans ma bibliothèque c'est vraiment très moche. T'as ça et t'as A Court of Flames avec la nouvelle couverture. Putain et ouais t'es là, c'est vrai. ça fait mal. Ça fait mal au cul, surtout qu'elles sont moches. Grises là, c'est pas beau. Celles-là sont pas mieux, mais bon, voilà. Il y a une harmonie au moins. Oui, Ils ont voilà. tous pareil sauf lui. On suit Feyre, qui est une petite humaine. On est dans un monde où c'est une île un peu comme l'Angleterre, quoi. Il y a un mur qui sépare les fées des humains. Feyre, elle vit pas très loin de la frontière, voilà. Sa mère est morte, la pauvre. Sad. Sa mère est morte. Elle a 2 sœurs qui branlent rien. Et un père qui branle rien aussi. Hein, les 3. Hein. Et donc elle, en fait, elle va chasser pour avoir un petit peu de quoi se mettre sous la dent, Ouais, quoi, en fait. clair. Sauf que Feyre, à un moment, elle va tuer une bête qui, en fait, n'était pas une bête. C'était une fée qui s'était transformée en bête, parce que les fées, elles ont des petits pouvoirs comme ça, sympathiques. Et un jour, il y a le prince d'une cour, de toute façon, vous allez voir, hein, sur la map, le royaume des fées, c'est divisé, voilà, en cours. Et le prince d'une des cours qui vient, qui lui dit « Tu as tué mon copain, je suis d'humeur généreuse, donc je vais pas te tuer en retour, mais tu viens avec moi. » Et du coup, bah, elle est obligée d'aller avec lui. Et voilà, c'est un espèce de retelling de La Belle et la Bête, même si moi, j'ai pas vu le retelling de La Belle et la Bête dedans. Je n'ai toujours pas compris pourquoi elle a préféré Tamlin à Lucien, qui était à côté, juste là. Je ne sais mais pas. Lucien, il est pour quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais sauté sur Lucien personnellement. Mais bref. Tu m'étonnes. Donc voilà, c'est vraiment une série qui est très bien. Voilà, bon, après, tu lis le tome 1, t'es là en mode bon. Oui, voilà. vous arrêtez pas au tome 1 parce que je vous jure, le tome 2 et le tome 3 aussi. Hein. Oui. Mais genre, vous arrêtez pas au tome 1. Oui, parce le que tome 1, c'est vraiment que de l'intro. Voilà. Souvent, les tomes 1, c'est ça la team. Hein. C'est une introspection. Introduction. Voilà, donc mon top 7. Top 7, alors je savais pas s'il fallait que je le mette dans mes trucs de manga ou de livre, mais je l'ai mis dans un livre parce que je considère Hayao Miyazaki comme un écrivain quand même, tout de même, il a écrit Nausicaa. Donc du coup j'ai mis Le Voyage de Shuna qui est divin. Je l'ai fini malheureusement... Je l'ai fini malheureusement en une nuit. Voilà, ça se finit super rapidement. Super beau, c'est à l'aquarelle et tout, c'est les dessins de Miyazaki, donc c'est pépite. Et c'est un petit peu en mode l'histoire de Princesse Mononoke. Donc moi qui suis fan de Princesse Mononoke, petit flex, je suis un garçon qui en fait va un jour découvrir un vieux lard qui arrive. Un vieux man qui arrive et qui lui dit ouais les graines, il faut récupérer les graines là-bas et tout machin truc et tout fan. Voilà. Et donc du coup, comme il a vu le papy, il a dit putain, faut que j'aille chercher les graines qui sont hyper chiantes à aller chercher. Évidemment, c'est une quête super chiante pour aller chercher ces graines qui vont lui permettre de faire revivre toute la faune et la flore de son village. Et du coup, petite péripétie, il va voir qu'il y a beaucoup d'esclavage en fait en dehors de son village et que c'est pas que tout beau tout rose parce que lui il était vraiment dans son truc. Et du coup voilà, on va découvrir un peu tout et du coup c'est trop stylé parce que je crois il y a un truc à la... Mais non, je vais pas dire parce que sinon je vais spoil, donc faut que je ferme ma gueule. Mais c'est mon petit problème. Mais du coup vraiment on le suit dans son voyage et c'est super bien, je vous jure, c'est du Miyazaki, donc je peux que vous le conseiller. Top 6. Le chant d'Achille. Voilà. Je trouve l'édition pas ouf d'ailleurs.
je tenais à dire. Ah, moi je l'aime bien. Alors moi je l'ai lu en français, la team, la version poche qui est très bien, très Oui, mignonne elle est et très tout. jolie aussi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. Et moi qui suis fan de yaoi et romance gay, j'ai adoré la team. Oui, parce que du coup c'est Mais oui. romance entre Patrocle et Archie. Elle reprend le parti pris de dire qu'ils n'étaient pas cousins, c'était Lovers. Voilà. Voilà la team. Je vais pas vous faire un résumé parce que je suis trop gaze en résumé, j'ai pas envie de le détruire. Ouais, mais en fait tout et le puis monde même connaît. tout le monde connaît, c'est genre vraiment un classique. En fait c'est la guerre de Troie du point de vue de Patrocle. Mais mis à part ça, on a quand même toute une partie du début du roman qui est avant la guerre de Troie. En fait, c'est l'histoire de Patrocle et d'Achille. Oui, du tu point les de vue suis de en fait. Patrocle, Ouais, ouais. de leur, je sais pas, genre 5 ans jusqu'à la fin. Ah ouais. Voilà, j'adore, vraiment. Obligée d'être dans mon top. Voilà, pour toutes les larmes que j'ai versées. J'ai soit des classiques, soit de la fantaisie dure. The Poppy War. En français, la guerre du pavot. Alors, petit truc. Évidemment, encore Une fois, la guerre du pavot, c'est sorti en français. Il y a le tome 1 qui est sorti. Sauf que c'est pas une maison d'édition de fantasy qui a sorti ce tome. Donc en fait, la maison d'édition a mal joué sur ce coup parce que le lectorat n'est pas habitué en fait à la fantasy. Donc du coup, il y a que le tome 1 qui est sorti et comme ça a fait un flop. Il n'y aura pas le tome 2, à part si c'est racheté par une maison d'édition qui édite de la fantasy. Okay. Voilà. The Poppy War de R.F. Kuang, c'est vraiment de la bonne fantasy. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment de la fantasy. C'est pas de la romantasy, c'est vraiment de la fantasy. Dans un univers inspiré de l'Empire chinois en fait. Donc là, on va suivre Rin dans ce tome 1. Rin, c'est une roturière, hein, voilà, c'est une petite paysanne. Comme d'hab. Comme d'hab, qui vit dans un petit village paumé. Pareil, elle a pas de parents, elle est élevée par genre son oncle, un truc comme ça. Et en fait, dans cet empire, il y a une école prestigieuse militaire où il y a un concours pour y accéder. Sauf que, bon, tout le monde le sait, il n'y a que les gosses d'eux qui y rentrent. Voilà, c'est un concours très compliqué. Rin, elle va bosser matin, nuit, jour, soir, après-midi. Elle va bosser tous les jours. Elle va même jusqu'à aller se mutiler pour rester éveillée, tu vois, pour ne pas dormir. Elle va se faire du mal pour ne pas dormir, pour essayer de rentrer dans cette école. Elle va y arriver. Et donc dans ce premier tome, on suit la moitié du tome. Voilà, en fait, il ne faut pas s'arrêter à la moitié du tome. Il faut lire, voilà, tout ce moment où elle est à l'école et tout. On aurait pu croire que ce premier tome, ça allait être un tome d'apprentissage. Pas du tout. Il n'y a que la moitié. Il y a un élément déclencheur au milieu du tome et l'histoire devient très sombre et change complètement de trajectoire. Et voilà. Ce que j'aime bien chez R.F. Kuang, c'est qu'elle a un propos dans ses histoires. Et donc là, c'est une critique du colonialisme, des différences qui peuvent exister entre les classes. Et donc, c'est vraiment une très bonne lecture. En termes de romance, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent savoir s'il y a un petit peu de romance dans les livres et tout, ce que je peux comprendre, parce que voilà, les relations entre les personnages, c'est très important pour moi quand je lis des livres. Il y a une mini-romance, mais alors quand je vous dis que c'est 5%, c'est vraiment 5%. Ouais, puis même je crois que j'avais appris que c'était après ça partait en couille quoi. Ah oui, ça finit très mal, ouais. Mais c'est une série où on n'est pas déçu de la fin. La fin est vraiment très bien. C'est une trilogie et il y a vraiment genre 5% de romance. Mon tome préféré c'est le tome 2, c'est là où il y a, allez je dirais 10% de romance. Le tome 3 il n'y en a plus du tout. Voilà, il n'y en a plus du tout. On trouve dans ce livre des personnages qui sont vraiment très atypiques, notamment un professeur qui est vraiment très très atypique. Il y a toute la mythologie chinoise avec les dragons, etc. qui est vraiment superbe dans ce livre. Donc voilà, c'est dans mon top. En plus, c'est le premier livre de l'autrice qui a explosé. Donc GG à elle. Voilà. Alors je l'ai toujours pas encore avec moi. C'est le Château de Hurle. Donc pour ceux qui savent, moi je suis très Ghibli, etc. Et c'est le roman qui a inspiré Miyazaki pour faire le film Le Château ambulant, tout simplement. Le Château de Hurle, incroyable. Si vous êtes fan de Ghibli, je sais jamais lequel dire, il faut absolument que vous le lisiez parce que vraiment ça vous explique tout de A à Z sur le film. Voilà. Là c'est vraiment les 5 derniers quoi, finalement. Et
ça risque de changer parce que on lit depuis non plus pas... surtout que moi, cette année à la fac, j'ai lu que dalle. 10 livres. Voilà. On est en juillet bientôt. Tu es en prison surtout. Oui, voilà. Top 5. Le Sorceleur. Les éditions françaises sont vraiment trop jolies. Ouais. Vraiment. J'ai un tome comme ça. Oui, elles sont trop jolies. C'est pas la meilleure chose que j'ai lue de toute ma vie en termes de style narratif et de style d'écriture. Mais l'histoire, la manière dont on s'attache très vite aux personnages, les personnages sont très attachants, fait que c'est vraiment dans mon top 5, Le Sorceleur. C'est une saga, je l'ai lue vraiment il y a 3 ans, je me rappelle comme si c'était hier. Pour ceux qui ont aimé la série sur Netflix, lisez les livres, parce que la série sur Netflix, je trouve qu'elle est vraiment édulcorée par rapport aux livres. Elle est vraiment très édulcorée et il y a beaucoup de choses qui sont un peu passées à la trappe. Voilà. Même si les 2 premiers tomes, c'est une série en 7 tomes, les 2 premiers tomes sont sous forme de nouvelles, et à partir du 3e tome, c'est des romans. Un mini résumé, même si bon, je pense qu'il y a plein de gens qui ont vu The Witcher sur Netflix. Même il est en jeu vidéo, donc... Oui, et le jeu vidéo, c'est clair, il a cartonné le jeu vidéo. Puis Geralt de Rive, qui est un sorceleur. C'est un mec un peu surpuissant qui peut niquer n'importe quel démon. Et donc un sorceleur, c'est un peu comme Guts dans Berserk. C'est un peu un berserker, c'est un peu un berserk, un sorceleur. Et en fait, un sorceleur, c'est un mec qui arpente les villages et qui tue les démons qui sont dans ces villages, voilà. Et donc, premier tome, on suit toutes les aventures de Geralt qui du coup va tuer des démons un peu partout. Et à un moment, il va sauver un prince et ce prince va lui être redevable. Et en fait, il va, par le coup du sort, être lié à la fille de ce prince, la petite Ciri. Voilà, sauf que ça va très mal se passer pour la famille de Ciri, puisque Ciri, en fait, elle manque crever, quoi. On suit Geralt, qui est censé être un mec, pas d'émotion, rien. Voilà. Dark Sasuke, qui en fait va devoir protéger cette petite fille. En même temps, il y a une histoire d'amour un petit peu compliquée et tumultueuse avec Yennefer. Top 4, moi j'ai mis Le Pont des Tempêtes. Mais attends, tu l'as pas? Tu l'as en version anglaise? Oui, j'ai The Bridge Kingdom. Voilà. C'est Le Pont des Tempêtes, moi j'ai trop kiffé le tome 1. J'ai toujours pas lu le tome 2. Voilà, il serait temps. Mais je vous avoue que la version reliée en française en orange, c'est dégueulasse. J'aime pas du tout l'orange, j'ai pas du tout aimé. Mais le tome 1, trop bien, j'adore. En fait, moi j'aime bien quand les protagonistes sont un peu... genre elles se fight, tu vois. Trop kiffé. En plus j'aime bien quand le male lead il est un peu en mode... Alors il est en mode elle est incroyable, elle est où, tout. Enfin qu'il est in love de la protagoniste féminine quoi. Et non moi j'ai bien aimé. Puis la fin t'es en mode... Faudrait d'ailleurs que je lise le tome 2 justement parce que la fin a un cliffhanger qui fait qu'il faut absolument que... Vas-y. Je biperai. Vas-y, tu bipes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Okay. Non. Mais non, ça c'est le truc genre de base. Et c'est pour ça que j'ai trop kiffé. Parce que je me suis dit putain, mais le cliffhanger ça va être... Pas du tout. C'est pas du tout le truc auquel tu t'attends. Et t'es vraiment en mode ah putain. En fait, lui aussi, il est envoyé. Ouais, t'imagines? Non, je déconne, c'est pas ça. Mais du coup, voilà, Le Pont des Tempêtes, j'ai trop kiffé. Incroyable, voilà. Top 4. Là, on est encore... on rentre vraiment dans le dur. Alors, c'est un livre, je ne l'ai même pas fini. C'est un tome 1 d'une série de 7 livres. Mais je sais que je vais kiffer. Genre, déjà là, j'adore. Je sais que je vais mettre 5 étoiles. Les Rois Maudits de Maurice Druon. C'est vraiment genre de la fantaisie. Sans dragon ni magie. Voilà, mais c'est tout ce que j'aime. Moi déjà j'adore la période médiévale dans l'histoire. Je trouve ça génial, j'adore. En plus ça me fait rire parce qu'en histoire du droit, on a vu énormément les réformes de Philippe le Bel.
Donc voilà, ça me fait rire parce qu'il y a des prénoms de personnages. Là-dedans, je suis là, ah mais toi je te connais. Voilà. En fait, c'est un roman historique qui suit du coup la chute des Capétiens au profit des Valois et aussi des événements qui vont mener à la guerre de 100 ans. Voilà. Donc c'est vraiment une période historique où il s'est passé plein de trucs dans l'histoire de France et qui est vraiment méconnue. Je pense que Philippe le Bel, c'est un roi qui ne parle à personne, à part du coup en histoire du droit, parce que c'était un mec qui a fait énormément de réformes. mais sinon, il parle à personne, ce mec. Alors qu'il y avait tellement de drama à l'époque, c'est une dinguerie. Bref, donc on suit un panel de personnages immenses. Quand on lit de la fantasy, ça va, hein. Il y a genre 5-6 personnages principaux, un truc comme ça. Je vous conseille d'aller en librairie et de lire le prologue qu'il y a au tout début. C'est une page et un quart d'une autre page. Et en fait, Maurice Druon, il explique un petit peu ce qui s'est passé avant, ce qui a mené à l'écriture de ce livre. Enfin bref, il explique un tout petit peu ça et c'est un mini résumé, puisque derrière, il n'y a pas de résumé. Hein. Voilà, donc je vous conseille de lire le prologue pour avoir un bon résumé, mieux que le mien. Le début de l'histoire, c'est à la fin des procès de l'ordre des Templiers. Et donc, 7 ans, il a pris pour tous les décimer. Et à la fin de cette 7e année, il va du coup mettre sur le bûcher Jacques de Molay, voilà, qui va finir immolé du coup. Jacques de Molay. C'est le mot. Ouais, voilà. très Bref, sur le bûcher, il va maudire Philippe le Bel, le pape Clément V et un autre gars qui est un conseiller très proche de Philippe le Bel sur 13 générations. Et du coup, suite à cela, en fait, ils vont vraiment être maudits parce qu'il va se passer que de la merde. Et voilà, c'est génial, c'est super bien écrit, c'est vraiment très très bien écrit. Juste pour le style d'écriture, on a envie de tourner les pages. Et voilà, c'est incroyable, j'adore. Pour les gens qui veulent se lancer dans les romans historiques mais qui ne savent pas où commencer, ça c'est vraiment une valeur sûre. Voilà. Là, on rentre dans le dernier livre de fantasy que j'ai dans ce top. Après, c'est des classiques. Ok, ouais, moi non. Mais en vrai, j'ai fait un top, mais tous ils sont à peu près. Oui, à partir du. Allez, 6e, ils sont au même niveau. Ouais. L'Assassin Royal de Robin Hobb. Honnêtement, j'aurais pu mettre tous les livres de Robin Hobb. Là, j'ai l'Assassin Royal, première partie. J'ai lu le tome 1 des Aventuriers de la Mer. Je suis actuellement en train de lire le tome 2. J'adore. Je pense que les Aventuriers de la Mer c'est supérieur à l'Assassin Royal, mais j'ai pas encore fini, donc je peux pas me faire un avis complet. J'ai pas fini la saga. L'Assassin Royal, c'est vraiment une fantaisie pas cliché, mais qui reprend un petit peu les stéréotypes de la fantaisie, voilà, de base. On est dans un royaume où en fait on va suivre Fitz de ses 5 ans jusqu'à l'âge adulte. Fitz, en fait, c'est un bâtard d'un des fils du roi qui s'appelle Chevalerie. C'est le fils illégitime de du coup Chevalerie, je crois. Chevalier, chevaleresque, chevalerie, je crois qu'il s'appelle. Et on le suit. Le roi va le prendre sous son aile, mais en fait, il va le prendre sous son aile en tant qu'assassin royal. Et donc, Fitz va être formé pour être assassin. Sauf que Fitz, c'est un petit enfant avec un grand cœur et il veut pas être assassin. Voilà. On le suit du coup avec le mec qui va le former, qui est vraiment genre incroyable. Va aussi y avoir une petite histoire d'amour avec une fille qui s'appelle, je crois, Molly, un truc comme ça. Je me rappelle plus, ça fait vraiment 4 ans que je l'ai lu, je me rappelle plus trop. Il faut pas avoir peur de la taille du bouquin, du mastodonte, de la bête. Clair, de la brique. Voilà, de la grosse brique. Parce que bon, après c'est écrit petit dedans. J'avoue, c'est écrit petit de ouf. Mais ça se lit super vite, hein. Il y a 3 tomes dedans. Donc oui, chaque tome fait à peu près 300 pages. C'est pour ça que on dirait que c'est un mastodonte. Mais il y a plusieurs tomes dedans. Voilà. Pour les gens qui veulent se lancer dans de la fantaisie, mais de la fantaisie un peu plus épique, un peu plus voilà, vraie fantaisie, même s'il n'y a pas de fausse fantaisie, mais voilà, de la fantaisie cliché comme on l'entend, quoi. L'Assassin Royal, c'est pas mal. Moi, top 3, évidemment. Le Prince Cruel. Parce que j'ai besoin de parler, vous avez dû le voir partout. C'est clair. Mais j'ai trop kiffé, je le lis souvent chaque année, genre depuis quelques temps là. J'aime beaucoup, en fait j'adore la protagoniste, j'adore le protagoniste, j'adore tout le world building autour, les persos genre comme Madoc,
je suis fascinée. C'est un perso gris, mais je pourrais jamais ne pas l'aimer, même si petit coup de petit fait. Mais genre vraiment, j'aime trop. Tous les personnages sont bien écrits. Holly Black, elle écrit super bien. N'achetez pas cette saga en pensant que c'est que de la romance. Pas du tout. Ah oui, non. L'Enemies to Lovers, c'est on va dire 20%, 30%, 40%, mais c'est vraiment pas plus de 50% de tout le livre. C'est pas du tout ça les enjeux en fait. Mais en fait, vraiment. ça, c'est pas de la romantessie. Hein. Non, non. La fantaisie, voilà. Ouais. Mais vraiment incroyable. J'adore. Voilà, j'ai 2 classiques à présenter. Flaubert. Top 2, éducation sentimentale de Flaubert. Tout le monde connaît Madame Bovary, personne ne connaît l'éducation sentimentale. Quelle honte, si je puis me permettre. Vraiment. Parce que Madame Bovary, c'est bien pour commencer à lire Flaubert. Ouais. Parce que Flaubert, voilà. J'avais bien aimé. Voilà, mais même si Madame Bovary, je crois que les chapitres sont un peu plus courts. Éducation sentimentale, les chapitres sont vraiment longs. Mais c'est bien pour commencer à lire Flaubert et tout. Mais éducation sentimentale, c'est vraiment le climax de son œuvre. Après, j'ai lu que 2 livres de lui, Madame Bovary et éducation sentimentale. On suit Frédéric, qui à 18 ans part à Paris pour faire ses études. Voilà, donc il vient pas du tout de Paris, il découvre le monde mondain voilà, de Paris. Il s'éprend pour Madame Arnoux. Madame Arnoux qui est mariée et qui est très vertueuse. Même si son mari la trompe avec énormément de femmes et que tout le monde le sait, elle s'obstine à être non, je suis vertueuse, etc. Voilà, donc en fait c'est un livre sur l'espèce d'ascension que Frédéric veut vivre. Voilà, puisqu'il fait ses études, mais voilà, c'est un petit gars qui n'a pas énormément d'argent en poche, qui se retrouve propulsé dans ce monde où il connaît rien. Et en plus, il est amoureux, le pauvre, d'une meuf qui est déjà prise, quoi. Il a trop le seum. Et l'histoire d'amour est vraiment très bien. C'est vraiment un livre qui est exceptionnel, génial. Et je pense que à plein de moments, parce que le personnage, voilà, c'est un roman d'apprentissage. Le personnage, il évolue et nous, on évolue avec lui. Et je pense que à certains moments de la vie de Frédéric, tout le monde peut s'identifier, voilà, au moment, parce que ce personnage évolue énormément. Parfois on le déteste, parfois on l'aime, après on le déteste, après on l'aime, après on le déteste. Bref, Ouais, c'est ok. génial, j'ai adoré. Top 2, c'est ça? Top 2. Ok. Alors moi, à Cotard, top 2. D'ailleurs, merci à mon ami qui m'a recommandé la moitié des livres que j'ai dans mes tops. Je t'ai même acheté le tome 1. Putain, c'est vrai Oui. que je devais lui rembourser, je ne lui ai jamais remboursé. C'est pas grave, je lui ai fait un petit cadeau. En fait, je voulais qu'elle le lise et je lui ai dit... Faut qu'on parle en fait, parce que je oui. commençais, je crois que je t'avais dit que je commençais tout juste à me remettre dans la lecture parce que je lisais depuis que j'étais toute petite, mais c'était des trucs de merde quoi. Oui. Et Du coup, je me suis dit, bah, c'est super, tu vas lire ce elle a livre, eu tiens, je te l'occasion, l'achète si tu veux. Voilà, et du coup elle me l'a acheté. J'ai évidemment la version en français. Et mais quelle révélation! Mais quelle révélation! Moi c'est du coup. Voilà, exactement. C'est un poulet succulent, bien poulet curry, là, tout ce que vous voulez. J'ai oignons. Ah ouais, non. Non. Mais du coup, ça m'a fait vraiment me remettre dans tout ce qui est lecture de fantasy, etc. Vraiment, mais incroyable. Moi, j'ai lu, j'étais... Oh, voilà, vraiment, je n'ai pas d'autres trucs à dire parce que de toute façon, elle aura fait un résumé de tout. Mais moi, ça a été mon ascension dans la fantaisie. J'ai surkiffé, comme Le Prince Cruel, je le lis chaque année. C'est ma petite routine. Il y a un moment, une période dans l'année où je me relis ma favori de fantasy. Et à Cotard, on fait déjà bien partie. À partir de La Montagne. Non, moi, je passe direct au tome 2. Hein. Parce qu'en fait, le 1, je sais pas pourquoi, parce que de base, je suis quelqu'un qui a vraiment une mémoire de merde, même pour les trucs que j'adore. Et le tome 1, je m'en souvenais du bout des doigts. Et du coup, je m'étais dit non, mais nique sa race, je passe direct au tome 2, le tome 1, je m'en souviens déjà. Et du coup, bah voilà, relecture de tout sauf le tome 1. Voilà. Voilà, c'était mon top 2. Et le top 1. Oh, le top 1. Enfin. Viens, on montre en même temps. On n'a Rien à pas voir. du tout. C'est clair. Allez, 1, 2, 3. Il y a des pédophiles dans les deux. Hop là. Oui, mais pédophile, c'est ton protagoniste, c'est pas le mien, donc Ah oui. on va se calmer. Lolita de Vladimir Nabokov. Quel délice, quel poulet. C'est vraiment un livre
sans déconner, de tous les livres que j'ai lus de toute ma vie, et Dieu sait qu'il y a des auteurs que vraiment j'adore, genre Émile Zola. Je l'ai pas mis dans le top, parce que je pense que je ferai une autre vidéo toute seule sur les classiques que je préfère et tout. Moi je suis pas dans ça du tout. Mais Émile Zola, j'adore comment il écrit et tout. Mais alors, Nabokov, c'est vraiment un mec, il est né, il savait écrire. Vraiment. Putain. Voilà, je crois que ce livre, il l'a écrit en 40 jours. Comment t'écris ça en 40 jours? Bref, donc Lolita, pour tous les gens... Voilà, disclaimer. Alors là, vraiment... Non mais alors là, je défendrai ce livre jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Tous les gens qui critiquent ce livre, qui ne l'ont pas lu, ou qui l'ont lu, mais qui ont projeté leur vision perverse sur le livre, c'est vous le problème. C'est pas le livre le problème. Voilà, je le dis. Parce qu'en fait, c'est un livre... et c'est ça qui est génial dans ce livre, c'est que c'est écrit du point de vue du coup pédocriminel, parce que j'aime pas trop dire pédophile, parce qu'il y a le mot amour dedans, et tu n'aimes pas les enfants quand tu es comme ça. Donc voilà, du pédocriminel qui s'appelle Humbert Humbert. Il s'appelle pas vraiment Humbert Humbert, mais comme en fait il écrit ça quand il est en prison, sous forme un peu de journal, il s'est donné un petit nom d'anonymat. Humbert Humbert. Donc on suit ce Humbert Humbert à Paris et après il déménage aux États-Unis. Il va arriver dans cette famille où cette veuve va l'accueillir. Et en fait cette veuve, elle a une fille qui a 10-11 ans qui s'appelle Dolores. Elle s'appelle pas Lolita, elle s'appelle Dolores Hayes. Et le protagoniste, il est là en mode « Ah mais elle est trop belle, elle est magnifique et tout ». Elle a 11 ans. Hein. Lui, c'est un vieux bougain, il en a 50. Et du coup il la surnomme Lolita en fait c'est son histoire et l'emprise qu'il a sur cette jeune fille et c'est écrit du point de vue du pédocriminel et c'est ça qui je pense perturbe énormément les gens et c'est normal hein. Le livre il est fait pour être perturbant, c'est à dire que tu lis pas ça, t'es pas là en mode ah d'accord, non ouais, c'est fait pour te mettre mal, fait pour te mettre mal, c'est perturbant. Et je peux vous dire, je l'ai lu Lolita, j'avais 13 ans ou 14 ans, tu vois. J'avais au milieu du tome, elle a 13 ou 14 ans, Dolores, oui, tu vois. J'avais le même âge. Voilà, j'avais le même âge et c'est vraiment perturbant. Mais je pense que c'est intéressant de le lire quand t'as le même âge et après de le lire quand t'es plus mature. Et en fait, Humbert Humbert, tout au long du livre, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à des moments, il va parler au lecteur. Il va dire ne me jugez pas, non, voilà. Il va parler au lecteur. Et en fait, c'est là où on voit les gens qui savent se prendre du recul sur les situations, analyser les situations, parce que le but du narrateur, donc de Humbert Humbert, c'est de séduire le lecteur et c'est de lui faire croire qu'en fait ce qu'il fait, mais c'est pas grave, c'est pas horrible. Sauf que si, ça l'est, et en fait, tous les gens qui disent que Lolita c'est une apologie de la pédocriminalité, c'est des gens qui ont retransmis leur propre incompréhension du roman, parce que je pense que tu comprends pas le roman quand tu penses ça, et leur propre mauvaise interprétation sur le roman qui n'a pas lieu d'être en fait. Voilà. Je pourrais défendre Lolita jusqu'à ma mort. Oui. Et c'est aussi un... Non mais vraiment. Et en fait, en France, surtout en France, parce qu'aux États-Unis c'est pas trop ça. Bon après aux États-Unis dans certains États il est interdit le livre. Hein. Mais en France, ce qui s'est passé c'est que il n'y a que la France qui a voulu publier ce livre. Sauf que le mec qui a publié le livre et Vladimir Nabokov n'était pas au courant. La maison d'édition qui a publié Lolita, c'était une maison d'édition qui faisait des romans olé olé pour les adultes. Et c'est cette maison d'édition qui a accepté de publier Lolita. Donc bien évidemment que c'est pas normal parce que c'est pas un livre olé olé ou pour adultes. Ouais. Clairement pas. Enfin, je pense qu'on peut le lire à tout âge parce que c'est ça aussi un truc, c'est qu'à aucun moment il y a des scènes de viol ou quoi. C'est insinué dans le roman. Mais, c'est pas décrit. Donc pour les gens qui veulent le lire mais qui ont très peur de ça et qui ne pensent pas pouvoir supporter ça, ce qui est normal, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas ça dedans. Voilà, bref. Mais c'est un roman qu'il faut absolument lire et c'est un roman qui est très bien écrit, c'est un roman qui est dans son style qui est vraiment magnifique, dans son histoire qui est horrible mais très intéressant à lire du fait que c'est écrit du point de vue du pédocriminel quoi. Voilà. Okay. Et il ne faut pas tomber dans le piège du narrateur de Humbert Humbert qui en fait tout au long du roman va essayer de vous séduire, va essayer de vous dire non mais t'inquiète frérot. Non mais c'est normal ce que je fais. Voilà. Oui.
De toute façon, si vous ne me croyez pas, regardez ce que pense Vanessa Springora du livre. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, lisez-le. Vous n'allez pas sortir traumatisé, vous allez en sortir plus intelligent. Alors moi, c'est pas du tout pareil. Hein, pas du tout. C'est le prince captif qui restera à jamais mon top 1. Voilà. Cette jeune dame ici là qui m'a d'ailleurs offert l'intégrale en relié pour mon anniversaire qui est magnifique. Avec la page, parce qu'ils ont imprimé l'intégrale sans la dernière page. Du coup, ils ont fait une dernière page gratuite. Trop jolie. Trop belle, oui, que j'utilisais d'ailleurs en tant que marque-page pendant toute ma relecture parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Il y a 3 tomes, hein. Donc c'est un gros pavé de 800 pages si vous lisez tout. Je l'ai lu en 2 jours. Voilà, c'est pour dire. Incroyable, c'est l'Enemies to Lover, mais genre, c'est l'original en fait. C'est l'original. Tu peux pas faire plus Enemies to Lovers que la relation entre Damen et Laurent. Et je me battrai toute ma vie pour ces deux-là, toute ma vie. Laurent, qui est un perso gris que j'adore, qui est un blond aux yeux bleus d'ailleurs, c'est un petit peu mon péché mignon, et voilà. Et donc du coup, on suit Damen, le beau gosse ici, qui, en gros, son père vient de mourir, donc c'est un prince, c'est le prince d'Akelios. Et donc du coup, son père meurt, et son frère, son demi-frère, qui de base devait pas du tout être le successeur, être le roi, et bien du coup il va capturer Damianos de son prénom, et l'envoyer à ses ennemis. En gros il veut être le roi, donc il vire le frère pour prendre sa place et il fait genre croire à tout le peuple. Ouais, mais c'est clair. Tu tues le frère. Tu l'envoies pas mais ailleurs. non, il voulait ridiculiser son frère parce qu'en fait depuis qu'ils sont tout petits, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Spector, un mec comme ça. Ah, je sais plus. Il a un nom de con, voilà, ce gros con veut absolument ridiculiser son frère parce que il a toujours eu un complexe d'infériorité. Et donc du coup, il amène Damen chez leurs ennemis jurés. Et donc du coup, il va découvrir Laurent qui est le petit frère de celui qu'il a tué dans une guerre, tout simplement. Donc voilà, l'Enemies to Lovers, incroyable. Je vous jure, lisez-le, je vous jure, lisez-le. Alors pour toutes les personnes, spoiler alert, qui disent qu'il y a énormément de scènes de viol, oui, mais en fait si vous lisez plus dans le livre, vous comprenez que c'est pas du tout accepté. Les gens qui disent ça, je peux comprendre, donc trigger warning pour les personnes qui sont très sensibles à ça, oui, il y a du viol dedans, mais c'est très clairement dit par les protagonistes qui sont absolument pas d'accord avec ça. Genre vraiment, ils le disent eux-mêmes. Laurent met plus de temps à le dire, mais il le dit plus tard parce que c'est un perso froid qui veut pas dire ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Mais il faut arrêter en fait. Vous avez lu 10 pages et vous vous êtes arrêté à ça, alors que le livre... Non mais après c'est un livre qui est très sombre et si les gens sont pas capables de le lire, ils le lisent pas. Mais apporter un jugement à une œuvre quand on a lu 10 pages... Je sais pas si c'est marqué qu'il est plus de 18 quelque part, mais... de toute façon, c'est pas dans le rayon YA, c'est dans le rayon fantasy. C'est un livre... Après, si dans votre librairie où vous l'avez acheté, ça a été mis dans le rayon Young Adulte... Ah bah appelez votre fantasy... Enfin, votre fantasy... changez le rayon. Oui, il faut changer le rayon. C'est très sombre, c'est très dark. Ah oui. C'est pas quelque chose à lire si vous êtes jeune, si vous êtes sensible à tout ce qui est un peu gore, viol, truc, machin, pédophilie, esclavage, pédophilie... Il y a vraiment tout, il y a que des gros points noirs dedans, mais voilà. Quel livre mais en tout cas, parce que quelque chose est vraiment mauvais, que tu peux pas le mettre dans ton livre. Tu peux pas le montrer, alors que ça va... Si ça a une importance pour le développement de ton personnage, mais c'est du coup voilà mon livre favori que je lis pareil chaque année, que j'ai lu 3 fois, que j'adore. Il est incroyable. Et la plume de C.S. Pacat. Je vais lire Dark Rise. Elle a une plume, mais moi alors un peu long les chapitres. Vraiment, C.S. Pacat, si jamais t'es là, je sais que tu passeras jamais, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Trop long les chapitres. Voilà pour nos top 10 de livres. Comme vous avez pu le voir, Elora est la reine des livres. Hein. Moi je suis plus manga, voilà. Oui, c'est vrai. Oui, mais elle a lu depuis beaucoup plus longtemps que moi, donc elle a plus de culture. Voilà. Voilà, bah écoutez, fin de la vidéo. On vous dit au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao, peace. Mais qui est Yal? Mais qui est Hello? Tu vois ce que je veux dire? Toutes les...
de trigger warning. Tu sais que je l'ai mis dans mon panier Amazon en espérant que ma mère me l'offre. Elle va te faire foutre. Oui,